Bonjour à tous. Il est un petit peu plus de 11 heures. On va commencer à l'heure pour ceux qui sont à l'heure aujourd'hui. Donc merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire. Alors, je vais être assez bref, hein. Ce sera essentiellement des remerciements. D'abord, je voudrais remercier WWF pour la co-organisation de ce webinaire, notamment Hugo Bluet et Simon Messenger pour l'organisation globale, en fait. Et je vais très vite d'ailleurs leur passer la parole. Et c'est Simon qui animera le webinaire global. Je vous signale d'ailleurs que ce webinaire est enregistré et qu'il sera mis en diffusion sur la chaîne YouTube du FIR d'ici quelques jours. Un merci beaucoup aussi à celles et ceux qui ont accepté de témoigner aujourd'hui. Donc Jean-François Copnol d'Aviva, Michel Lacroix de SCORE et Sylvain Vanston d'AXA. Elena Charrier de la Caisse des dépôts, qui est vice-présidente du FIR aussi, qui est très active au sein de l'Alliance, ne pouvait malheureusement pas être avec nous aujourd'hui. Donc elle vous prie de l'excuser pour son absence. Alors, on va parler neutralité carbone à horizon 2050. C'est un sujet qui mobilise nos sociétés aujourd'hui, qui mobilise des États, qui mobilise des entreprises, des industriels, la société civile aussi, des ONG, des citoyens. Et naturellement, le secteur financier, lui aussi, doit prendre sa part en fait de ce sujet. Et Marc Carnel a encore rappelé très récemment à se mobiliser sur cette question, effectivement, de neutralité carbone à horizon 2050. Et donc, c'est bien notre sujet aujourd'hui, un sujet qui va avoir un angle très concret. Donc le ciblage d'objectifs climatiques pour les investisseurs dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance. C'est donc très, très, très concret, ce dont on va discuter aujourd'hui. Alors, juste un petit rappel technique avant de passer la parole à Hugo. Vous pouvez poser vos questions en cliquant sur le bouton Q&R qui est en bas de l'écran. Comme ça, qui seront transmises à chacun des intervenants. Et d'ailleurs, si vous ciblez spécifiquement un intervenant, merci de nous le faire savoir dans la question. Ça sera plus pratique pour les réponses. Voilà pour mon introduction très brève. Hugo, s'il te plaît, la parole est à toi. Merci Grégoire et je pense que j'essaierai d'être aussi bref que toi. Donc moi je suis Hugo Bluet, je suis responsable de l'équipe Finance Verte au WWF France et donc très heureux effectivement de pouvoir co-organiser cet événement avec le FIR que je remercie encore ici. Et également merci aux panélistes et à Simon. Simon Messenger qui nous accompagne, nous le WWF, sur on va dire cette volet finance climat et la neutralité carbone, notamment en vue de la COP 26 l'année prochaine en Écosse. Le WWF est effectivement assez impliqué dans la Net Zero Asset Owner Alliance, qui nous semble un des outils les plus pertinents et les plus prometteurs pour que les institutions financières se dirigent vers effectivement cette neutralité carbone, alignent leurs activités avec l'accord de Paris. C'est quelque chose qui est effectivement dans les objectifs du WWF. Et cette alliance, à la fois sur ses mécanismes, ses objectifs et le soutien initial dont elle a bénéficié à travers ses premiers signataires, nous semble vraiment extrêmement intéressante. Et donc, on souhaite s'appuyer sur les institutions qui en font déjà partie, la diffuser le plus largement et engager petit à petit, on va dire, le plus possible de détenteurs d'actifs derrière. Donc, merci encore Grégoire pour ce mot d'introduction. Je vais passer la parole à Simon qui va avoir le plaisir d'organiser ce panel. Merci beaucoup Hugo. Bonjour tout le monde et merci encore au FIR d'héberger avec WWF ce webinaire aujourd'hui. Donc pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, comme Hugo a dit, je m'appelle Simon Messenger, dirigeant de One Planet Advisory et je travaille actuellement avec WWF pour accroître la visibilité de la Net Zero Asset Owner Alliance en France et organiser des événements pour traiter un peu des sujets sur lesquels se focalise la NZAOA, pour utiliser l'acronyme. Donc, pour aujourd'hui, je veux donner un peu en amont des contributions de Jean-François, de Michel et de Sylvain, un peu un aperçu de l'Alliance, présenter une vue d'ensemble de sa feuille de route et discuter des travaux principaux qu'ils ont mis en place en 2020.
comme mentionné un peu brièvement par Hugo, l'Alliance, elle crée une plateforme en fait qui permet aux investisseurs institutionnels de développer et de mettre en place une sélection d'activités pour permettre l'atteinte d'un monde net zéro en 2050. Certaines de ces activités sont techniques, d'autres sont par exemple du plaidoyer et d'autres pourraient être du partage d'informations ou du renforcement de capacités avec les pairs. À l'heure actuelle, il y a 33 membres avec des actifs sous gestion de 5,1 trillions de dollars, dont les logos sont à l'écran à l'heure actuelle. Il y a 6 membres français, AXA, la Caisse des dépôts, CNP Assurance, ERAF, FRR et SCORE. Donc, vis-à-vis de l'Alliance, qu'est-ce que ça essaie de faire concrètement? Alors, globalement, ça essaie de tacler le défi qui a été lancé de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre chaque décennie jusqu'en 2050. Pour ce faire, il faut une action coordonnée par les pouvoirs publics, les entreprises et les institutions financières. Et pour soutenir ceci, l'Alliance a été lancée pour, donc, comme dit précédemment, développer des actions concrètes via un partage de connaissances, du networking et au final donc, un alignement des portefeuilles des membres à horizon 2050. En tant que tel, qu'est-ce que l'engagement? Donc, il y a beaucoup de textes ici à l'écran et c'est traduit de la version anglaise qui est disponible sur le site. Mais l'engagement couvre plusieurs points clés. Et ceux-ci sont bien sûr d'être net zéro d'ici 2050, de mettre en place des cibles intérimaires tous les 5 ans, avec les premières qui sont dues en 2025. Et Jean-François, enfin et tout le monde d'ailleurs va parler des cibles et des travaux mis en place en ce moment, de faire du reporting régulier sur les progrès qui ont été accomplis, de mettre l'accent sur les réductions de gaz à effet de serre, donc pour souligner dans l'économie réelle, de mettre en œuvre des actions au niveau sectoriel, au niveau des entreprises, ainsi qu'au niveau des politiques publiques. Et bien sûr, sous-jacent à tout ceci est l'attente que les gouvernements respecteront leurs propres engagements pour s'assurer que les objectifs de l'accord de Paris soient atteignables. Donc, au niveau des membres et de ceux qui en font partie, quels sont les bénéfices? Je laisserai bien sûr les représentants qui parlent aujourd'hui parler de leur expérience un petit peu plus tard, mais grosso modo, il y a 4, on va dire, jalons principaux. Le partage d'informations avec ses pairs, l'opportunité de travailler de façon rapprochée avec, par exemple, des développeurs de méthodologies et de normes du type SBTI, FI, et de bénéficier du support technique et structurel des Nations Unies et du PRI, de développer des principes communs et une ambition minimum commune pour la mise en place et l'atteinte des cibles climatiques. Et ça, c'était vraiment un des gros focus de l'année 2020. Et plus généralement, de renforcer en tant qu'un groupe la capacité à travailler avec les gestionnaires d'actifs et les entreprises, ainsi que pour renforcer les messages pour les pouvoirs publics. Donc, il y avait 6 axes de travail principaux en 2020, mais 6 axes généraux sur lesquels le groupe travaille. Le monitoring, le ciblage d'objectifs, l'engagement, le plaidoyer politique, la communication, le financement de la transition plus générale et l'investissement dans les technologies recuses pour un monde net zéro et le recrutement, donc la sensibilisation pour l'Alliance. Au niveau des travaux 2020, et je le présente, mais je laisse Jean-François vraiment entrer dans le détail après, c'était l'un des sujets principaux. Le premier draft donc, de ce protocole a été publié il y a quelques mois et les premières cibles officielles sont attendues en 2021. Le tableau qui est à droite ici, il y a beaucoup de, beaucoup de points à couvrir, mais justement Jean-François revient dessus après, donc je lui laisse en parler. Les autres, donc ça c'est le premier axe, et les autres axes, donc comme dit, en 2020, les principaux c'était l'engagement, le plaidoyer politique et les financements de la transition, avec des exercices donc, de communication et de sensibilisation pour soutenir tout ceci. Avant de passer la parole à Jean-François, juste un dernier point, vraiment pour renforcer l'un des principes clés de l'Alliance, c'est la collaboration. Les objectifs, bien sûr, ne peuvent pas être atteints tout seuls, mais ensemble, les institutions financières peuvent vraiment catalyser l'atteinte des changements économiques et structurels qui sont requis.
Et donc, oui, donc c'est vraiment l'un des concepts et des principes sous-jacents à l'Alliance et des travaux qui ont été mis en place. Donc maintenant, je vais donner la main à Jean-François Copnol d'Aviva, puis aux autres speakers qui en diront un petit peu plus donc, sur la Net Zero Asset Owner Alliance. Mais n'hésitez pas, bien sûr, à me contacter ensuite si vous avez d'autres questions à ce sujet. Jean-François, je te donne la parole. Merci Simon et bonjour à tous. Donc oui, Jean-François Coppenol d'Aviva. Donc je fais, dans le cadre de la Net Zero Asset Owner Alliance, en fait, je fais partie du groupe de travail donc monitoring, reporting et verification. Et plus spécifiquement, je suis le co-lead sur la partie sector target. Alors, afin d'atteindre cet objectif d'ensemble net zéro et de mesurer donc les progrès réalisés pour atteindre cet objectif, l'Alliance a défini un protocole que vous pouvez trouver sur le site de l'UNEP-FI qui se base sur 4 objectifs qui seront mis à jour tous les 5 ans en phase avec l'accord de Paris. Donc, ces objectifs incluent un objectif classe d'actifs qui deviendra par la suite un objectif à un niveau portefeuille lorsque toutes les principales classes d'actifs seront couvertes par le protocole, un objectif sectoriel, un objectif d'engagement et enfin un objectif financement de la transition. Le premier objectif a pour vocation vraiment de limiter les émissions dans le portefeuille d'investissement, alors que les 3 autres objectifs ont davantage vocation à réduire les émissions dans l'économie réelle, quelle que soit la solution retenue par l'asset owner pour réduire les émissions dans le portefeuille, par exemple la réallocation sectorielle. Chaque membre de l'Alliance est appelé à définir des cibles à 2025 pour au moins 3 des 4 objectifs. Il est important de bien comprendre que ces 4 objectifs sont intrinsèquement liés entre eux et que c'est seulement en mettant en place ces 4 objectifs que l'impact sur la transition sera le plus important. Par exemple, les investissements dans la transition contribuent à l'atteinte des objectifs de décarbonation de mon portefeuille d'investissement, alors que les objectifs sectoriels informent la stratégie d'engagement et sous-tendent également les objectifs de décarbonation de mon portefeuille d'investissement. Si mes objectifs de décarbonation de portefeuille reposent uniquement sur des changements d'allocation sectorielle, les autres objectifs contribuent dès lors aussi à garantir les réductions d'émissions dans l'économie réelle. Je vais focaliser ma présentation d'aujourd'hui sur les objectifs par classe d'actifs et par secteur, mais tout d'abord, permettez-moi de dire quelques mots sur les objectifs d'engagement et les objectifs de financement de la transition qui sont tout aussi importants, voire plus pour atteindre l'objectif net zéro. Donc, tout d'abord, les objectifs d'engagement permettent de faire le suivi du dialogue avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, ainsi que le suivi des résultats obtenus suite à cet engagement. Il est demandé à chaque membre de l'Alliance d'identifier dans leur portefeuille d'investissement soit les 20 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, soit les entreprises responsables pour 65% des émissions et qui n'ont pas encore défini de stratégie net zéro. Chaque membre de l'Alliance doit alors prendre les dispositions nécessaires, soit individuellement, soit collectivement. Donc, par exemple, à travers le CA100+, j'ai vu qu'il y a une question sur le chat à ce sujet. Donc, pour discuter avec ces entreprises de la mise en place de cibles net zéro et ainsi que de leur suivi. L'activité d'engagement est primordiale car elle est le principal levier employé par les asset owners pour atteindre les objectifs de décarbonation des portefeuilles d'investissement. Les objectifs d'engagement incluent par ailleurs également des objectifs en termes d'engagement avec des asset managers, d'engagement sectoriel et la participation à des prises de position de l'Alliance sur des thématiques net zéro. En ce qui concerne les objectifs de financement de la transition, ceux-ci visent bien entendu principalement à financer la transition vers une économie et une société net zéro. Les membres de l'Alliance sont appelés à définir des objectifs d'investissement en termes d'énergie renouvelable, de solutions ou de technologies visant à faciliter et accélérer la transition, comme par exemple l'hydrogène, à investir dans des bâtiments passifs ou à énergie positive,
ou encore à soutenir des pratiques agricoles soutenables ou de reforestation. Ce financement de la transition peut donc se faire via différents véhicules, comme des investissements dans des infrastructures bas carbone, des green bonds, de l'immobilier vert ou encore des fonds de type climat. J'en viens maintenant aux objectifs par classe d'actifs qui concernent les actions, le crédit et l'immobilier détenu et géré directement. L'Alliance a passé en revue les différents modèles et méthodologies disponibles aujourd'hui pour aligner les portefeuilles d'investissement sur une trajectoire net zéro, notamment les différents modèles de température de portefeuille. Et nous avons conclu que ces modèles n'étaient pas en l'état suffisamment robustes pour être utilisés pour la définition d'objectifs net zéro. Nous avons donc décidé d'utiliser des mesures d'émissions carbone pour définir des objectifs de décarbonation des classes d'actifs. Nous avons dès lors retenu 3 indicateurs pouvant être utilisés, à savoir l'intensité carbone par chiffre d'affaires, l'intensité carbone par enterprise value et les émissions financées sur la base d'enterprise value. Donc enterprise value qui inclut la capitalisation boursière de l'entreprise, la valeur de la dette et le cash. Les émissions prennent en compte le scope 1 et 2, mais les membres de l'Alliance peuvent également utiliser le scope 3 s'ils le jugent utile. Nous avons pleinement conscience que l'utilisation des émissions carbone pour mettre en place ces objectifs revient un peu, je dirais, à conduire un véhicule avec le nez dans le rétroviseur, mais les asset owners peuvent intégrer des hypothèses de décarbonation passive des portefeuilles lorsqu'ils mettent en place leurs objectifs. Ces indicateurs sont également en phase avec les indicateurs retenus par la Commission européenne pour le benchmark Paris Aligned et également par le PICAF. Nous avons eu de nombreux débats sur la trajectoire de décarbonation à utiliser. La trajectoire de décarbonation doit pouvoir prendre en compte un certain nombre de contraintes qui s'exercent de manière contrastée sur les membres de l'Alliance, qui sont soit des assureurs, soit des fonds de pension. Donc, à savoir, différents points de départ en termes d'émissions, différentes contraintes de passifs, différentes allocations sectorielles, différentes contraintes d'investissement et différentes durations de portefeuille. La trajectoire se doit également de refléter les différents scénarios possibles de décarbonation de l'économie. Nous avons donc décidé de baser la trajectoire sur les scénarios P1 à P4 du GIEC. Cela correspond à un corridor de décarbonation de moins 16 à moins 29% de 2020 à 2025. Néanmoins, un certain nombre de membres de l'Alliance décideront probablement de baser leur trajectoire sur les scénarios P1 à P3 qui ne permettent pas de déviation matérielle de la trajectoire net zéro et qui ne reposent pas sur d'importantes hypothèses d'émissions négatives comme le scénario P4 le fait. Cela correspond donc, en utilisant les scénarios P1 à P3, à un corridor de décarbonation de moins 24 à moins 29% de 2020 à 2025. Le protocole autorise que les objectifs de décarbonation soient fixés soit au niveau d'une classe d'actifs, soit au niveau du portefeuille. Les asset owners ont différents leviers à leur disposition pour atteindre ces objectifs de décarbonation, à savoir la décarbonation passive des portefeuilles, qui sera fortement influencée par l'efficacité des activités d'engagement et la mise en place de politiques publiques favorables à la transition, un levier de réallocation sectorielle, ainsi que des réallocations intrasectorielles des compagnies carbonées vers des entreprises moins carbonées. Et également via des investissements dans des actifs verts et de manière très marginale à des ventes d'actifs d'entreprises ne transitionnant pas vers le net zéro. J'en finis avec les objectifs sectoriels. Donc, ceux-ci se focalisent pour l'instant sur les secteurs jugés prioritaires, à savoir pétrole, gaz, compagnie d'électricité, transport et acier, qui concentrent la majorité des émissions dans les portefeuilles. Nous allons probablement y ajouter le ciment lorsque le protocole sera finalisé en janvier. Donc, dans le cadre de ces objectifs sectoriels, les membres de l'Alliance doivent fixer
des objectifs en termes de décarbonation pour chaque secteur, soit en utilisant des objectifs de décarbonation par intensité d'unité de production. Donc, par exemple, pour le secteur de l'acier, ce serait une tonne de CO2 par tonne d'acier produite, ou par intensité de revenus si ces indicateurs d'unité de production ne sont pas disponibles ou difficiles à obtenir. Donc, afin de définir des objectifs basés sur la science, ce qui est un des paradigmes de l'Alliance, nous avons collaboré avec différentes institutions, dont l'Energy Transition Commission, le Potsdamer Institute pour Climate Change, et finalement, nous avons commissionné l'Université de Sydney, qui a développé une trajectoire 1,5 degré pour l'Alliance, car cette trajectoire n'existait pas, donc sur la base de leur modèle qui s'appelle le One Earth Climate Model. Les trajectoires sectorielles de ce modèle, ainsi que la méthodologie associée, seront rendues publiques dans le courant du mois de décembre. Le modèle montre qu'en moyenne, les émissions carbone de ces secteurs prioritaires doivent réduire de 28% de 2020 à 2025. Ces trajectoires sectorielles qui sont basées sur la science, d'une certaine manière, seront comparées avec des trajectoires sectorielles basées sur des modèles économétriques ou des modèles bottom-up d'allocation du budget carbone à des secteurs économiques jusqu'à 2050, afin de définir graduellement des corridors de décarbonation sectorielle pour chacun des secteurs. Pour conclure, j'aimerais signaler que cette première mouture du protocole Net Zero Asset Owner Alliance n'a pas pour vocation d'être infaillible, bien au contraire, ou d'être parfaite, car elle se doit d'être évolutive, et elle résulte aussi d'objectifs parfois difficiles à réconcilier, compte tenu de leur horizon temporel, comme l'engagement, qui a un horizon temporel assez long, et la décarbonation des portefeuilles à 5 ans, en ligne avec l'accord de Paris. Nous avons fait le pari de mettre en place un protocole ambitieux, évolutif et guidé par la recherche scientifique. Donc, la version finale du protocole sera publiée en janvier et les membres de l'Alliance publieront leur objectif durant le premier trimestre 2021. Voilà, j'en ai fini en présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Jean-François pour tous ces détails. Et ceux qui veulent justement voir le protocole en détail, le rapport doit faire entre 50 et 70 pages de mémoire et il est disponible sur le site de l'Alliance même. Il est très compréhensif et il y a beaucoup d'explications sur comment est-ce que ça, en français, leverage les autres exercices qui ont été faits dans le milieu récemment. Donc maintenant, on va demander à Michel Lacroix de SCOR de nous dire un petit peu plus des travaux qui ont été faits donc, au niveau de son institution financière et parler un petit peu, je pense, de l'intérêt de combiner la décarbonation et l'engagement pour vraiment pouvoir avoir un impact clair sur l'économie réelle. Donc à toi Michel. Merci Simon. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment clé. À la question qu'on pourrait se poser, pourquoi rejoindre l'Alliance, c'est véritablement répondre à la question, s'engager pour la neutralité carbone à horizon 2050, pourquoi pas, mais comment on le fait et comment on le fait de façon organisée et efficace. Il faut rappeler quelque chose, je ne pense pas que Jean-François l'ait mentionné, la décarbonation, ça passe par l'utilisation d'un budget carbone. Donc, il ne s'agit pas de commencer à décarboner en 2045 pour être à zéro carbone en 2050. Plus on va commencer tard et plus ça va être compliqué. Donc, le but, c'est de trouver un moyen, et c'est vraiment ce sur quoi travaille l'Alliance, pour faire en sorte de décarboner l'économie réelle. Et ça, Jean-François l'a très bien dit. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un certain nombre de briques qui, cumulées les unes aux autres, devraient nous permettre d'arriver à cet environnement-là. Donc, comment atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 ? Est-ce qu'on parle de zéro carbone ou de neutralité carbone ? C'est tout l'intérêt
de choisir un certain nombre à l'intérieur, dans un panel de scénarios, et extraire les scénarios qui nous paraissent les plus crédibles et les plus efficaces pour atteindre cette neutralité carbone. Et comme on a un budget carbone, il faut quand même commencer à se fixer des objectifs dans un horizon beaucoup plus rapproché que 2050. Et c'est la raison pour laquelle l'Alliance est aujourd'hui, en tout cas, la seule organisation qui se penche véritablement sur le moyen de le faire de façon progressive jusqu'en 2050. Dans un monde idéal, si tout ce qu'on est en train d'entreprendre fonctionne, on n'a même pas besoin de réallouer les portefeuilles. Finalement, l'engagement est suffisant pour que les entreprises sous-jacentes dans lesquelles on investit fassent l'effort nécessaire grâce à l'engagement, que les pays fassent l'effort nécessaire grâce à l'engagement, que les asset managers fassent l'effort nécessaire grâce à l'engagement, pour que tout ce petit monde s'aligne vers une trajectoire de degrés, s'aligne vers une neutralité carbone à horizon 2050 à l'intérieur du budget carbone qui nous est alloué. Et dans ce cas-là, on n'aurait rien à faire. Il suffirait de continuer à porter les entreprises dans lesquelles on investit. On sait qu'on en est très loin parce qu'il y a un certain nombre de résistances. Donc, il était nécessaire, en tout cas, c'est la raison pour laquelle chez SCOR, nous avons décidé de rejoindre cette alliance. Il était nécessaire de rentrer dans une organisation dans laquelle on a un alignement d'intérêts. Nous sommes tous des investisseurs. Il n'y a pas de démarche commerciale entre nous. On peut faire valoir la transparence qui va nous permettre, entre nous, en échangeant un certain nombre de choses qui sont, dans certains cas, relativement confidentielles, ça nous permet d'aller plus loin, d'avancer plus vite et de comprendre mieux en s'aidant de ce que les autres sont capables de faire. Ce que l'on a fait chez SCOR, enfin, ce que ça nous a apporté déjà, c'est qu'on a rejoint le groupe en cours de route, on n'a pas fait partie des membres fondateurs, donc on a eu un petit travail au début pour se mettre au niveau. Ça avance très vite, les choses étaient déjà bien, enfin, les travaux étaient déjà bien avancés, mais ça nous a permis très rapidement d'informer le top management chez SCOR. En rentrant dans cette alliance, on leur a démontré que nous n'étions pas les seuls à nous poser des questions, que nous n'étions pas les seuls à ne pas savoir y répondre, c'est-à-dire qu'on n'était pas plus imbéciles que les autres, et qu'il y avait peut-être des moyens d'avancer, mais que ça nécessitait l'engagement à tous les niveaux. Et on a pour l'instant parlé de l'engagement des entreprises, des pays, des asset managers. Il y a aussi l'engagement de l'entreprise en particulier. Donc, ça nous a obligés à véritablement poser les sujets sur lesquels nous étions prêts à avancer et ceux sur lesquels nous n'étions pas prêts à avancer pour tout un tas de raisons qui sont propres à SCOR, pour des raisons de positionnement initial du portefeuille. L'effort qui va être demandé ne peut pas être le même sur un portefeuille qui a déjà beaucoup décarboné dans le passé par rapport à un portefeuille qui n'aurait pas du tout décarboné. Donc là, on travaille sur des moyennes. Comment se positionne-t-on? Nous savons tous que l'effet compétition existe, donc il faut trouver le juste milieu entre ce que l'on peut faire, ce que les autres s'apprêtent à faire, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc ça nous a permis de développer une vision à moyen terme beaucoup plus précise que cette neutralité carbone à horizon 2050 qui était extrêmement conceptuelle sans véritablement avoir de substance, je vais dire. Ça a ouvert des réflexions du style qu'est-ce que signifie la décarbonation d'une classe d'actifs? Est-ce que la décarbonation doit se faire en restant ce qu'on appelle secteur neutral? Je sors des entreprises les plus carbonées du secteur oil and gas, mais je garde les best in class? Ou est-ce que c'est à l'intérieur du secteur qu'il faut le comprendre, c'est-à-dire je sors de oil and gas pour investir dans des énergies renouvelables? Comment se fait l'équilibre? Comment, grâce à l'engagement, on ne laisse pas tomber les entreprises, certes polluantes, dans des secteurs énergétiques ou dans des secteurs de la construction, qui sont par essence, par leur business, carbone intensives, mais qui ont déjà commencé à converger vers une économie bas carbone? Comment on fait pour ne pas les sortir du portefeuille tout en respectant les objectifs de l'Alliance? C'est véritablement des décisions stratégiques qui vont être prises dans l'allocation de portefeuille. Ce n'est pas seulement des mots, c'est véritablement des actions qui devront être prises en fonction des contraintes des uns et des autres. Nous avons un objectif commun à l'Alliance, mais nous devons le décliner de façon respectueuse de chacun des business models et de chacune des entreprises qui constituent cette alliance. L'avantage aussi que ça nous a procuré, c'est de pouvoir s'engager sur des métriques, alors je vais dire des métriques claires, même si on sait qu'elles sont pour l'instant encore un peu fragiles, incomplètes. Tout le monde connaît
le dilemme de l'utilisation de la donnée. Il n'empêche que là, on va devoir s'engager sur une décarbonation d'une partie de notre portefeuille. Et on va devoir annoncer une métrique claire. Et là, encore une fois, le top management, il est entre la précaution, ne pas aller plus loin que ce qu'on peut faire, et en même temps, la nécessité de montrer qu'on est ambitieux. Et il faut répondre au dilemme, lorsque je bâtis ma stratégie de décarbonation, qu'est-ce qui est quasi certain et qu'est-ce que je laisse au hasard? En limitant les scopes, scope 1 et scope 2, on est déjà un peu plus dans la certitude, mais faire une décarbonation de portefeuille, notamment sur le secteur de l'énergie, en s'appuyant simplement sur les scopes 1 et 2 des entreprises du secteur de l'énergie, ça peut conduire à des désinvestissements qui ne sont pas pertinents. Donc, faut-il intégrer scope 3 pour avoir une vision plus large, mais avec de la donnée de mauvaise qualité? Je vous laisse chacun répondre à la question qui, pour moi, est une des questions parmi les questions cruciales auxquelles nous avons à répondre. Et donc, on s'aperçoit que finalement, on ouvre des débats et ce qui est rassurant, c'est qu'on peut les ouvrir parce qu'on est plusieurs à essayer d'y répondre. Maintenant, de façon un peu plus précise sur ce que nous avons fait, nous avons effectivement fait le road testing auquel tous les membres étaient conviés cet été, c'est-à-dire faire des calculs, regarder concrètement dans notre portefeuille ce sur quoi nous pouvions nous engager sur les 3 premières classes d'actifs, à savoir les corporate bonds, les actions et l'immobilier à usage d'investissement. Et là, il a fallu faire un certain nombre de calculs. Donc, nous avons été extrêmement pragmatiques. Nous avons pris la réalité telle qu'elle était. Nous avons fait des calculs sur la base du scope 1 et scope 2, sur la base des 3 scopes, en mettant en lumière les pour et les contre des 2 stratégies. Nous allons vraisemblablement aller, c'est pas encore complètement arbitré, mais nous allons vraisemblablement aller vers une méthode qui intègre le scope 3 parce que nous considérons que c'est véritablement la façon de décarboner le monde. Et puis, je voudrais revenir aussi sur les autres streams, enfin les autres travaux engagés par l'Alliance, c'est-à-dire notamment cet engagement. Encore une fois, c'est par la combinaison de la décarbonation, de la menace de décarbonation également, de l'engagement auprès des asset managers, auprès des pays et auprès des entreprises que nous allons avoir l'impact sur l'économie réelle. L'objectif n'est pas d'avoir un portefeuille zéro carbone, l'objectif c'est de faire à travers un portefeuille zéro carbone converger l'économie réelle vers une économie zéro carbone. C'est extrêmement différent. Encore une fois, désinvestir du secteur de l'énergie, des utilities et des matériaux de construction pour investir sur de la tech et se limiter au scope 1 et scope 2, on peut construire un portefeuille carbone quasiment neutre dès maintenant. Ce n'est pas l'objectif de l'Alliance, ce n'est pas l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous devons décarboner l'économie absolument. Et donc, la question se pose de l'ambition par rapport à la réalité. Qu'est-ce qu'on va proposer au top management? Sur quoi va-t-on publiquement s'engager? Quels sont les outils que nous avons pour le faire? Et il y a un sujet sur lequel nous allons devoir travailler, c'est quelle est la convergence entre le Financing Solution Targets et la taxonomie. Comment on fait en sorte que tous ces référentiels, à un moment donné, convergent? Voilà les messages sur l'Alliance que je voulais faire passer. C'est une très belle expérience. Merci beaucoup, Michel, pour cela. Et je retiens vraiment plusieurs des points que tu as mentionnés sur l'alignement des intérêts des membres, vraiment les débats que ça a ouvert et la valeur ajoutée d'avoir non seulement des métriques claires, mais aussi, je crois comme tu as dit, la combinaison de la menace de décarbonation, c'est ça qui aura vraiment un impact sur l'économie réelle et qui va nous permettre de converger vers une économie zéro carbone. Donc, merci aussi à tous ceux jusqu'ici qui ont mis des questions dans le Q&A. On les note et on revient dessus juste après
la contribution de Sylvain, à qui je vais passer la parole maintenant. Sylvain, c'est à toi pour nous parler un peu des travaux un peu plus en détail, surtout sur les méthodes pour les températures et potentiellement certains des dilemmes, des challenges et des points de développement pour le protocole plus généralement. À toi. Oui, merci Simon. Merci pour l'invitation dans ce webinaire qui porte sur une alliance dont les travaux sont effectivement extrêmement importants. Alors la malédiction de mon intervention, c'est que au fur et à mesure de l'intervention de Jean-François et Michel, je voyais tous les points que je voulais aborder qui ont été abordés et en plus abordés très brillamment. Donc je ne vais pas revenir dessus. Ce serait vraiment ne faire que répéter notamment tes points, Michel. Je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu viens de dire sur le contexte, sur les challenges. Alors du coup, je vais peut-être juste venir un petit peu sur l'expérience d'AXA sur le Target Setting Protocol. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en a fait, nous, de notre côté. Donc, comme Michel, comme tous les membres de l'Alliance, donc on avait rejoint l'Alliance l'année dernière, peu après son lancement. On avait notamment rejoint l'Alliance pour travailler sur le concept de neutralité carbone 1,5 degré en 2050. Et donc, j'anime le working group qui s'appelle Méthodologie, qui travaille sur les métriques de température. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, pour l'instant, sur le CO2, on a, comme tout le monde, participé à environ 850 calls de l'AOA et réalisé un nombre incalculable de réunions en interne avec les différentes directions de l'investissement et bien sûr de nos collègues chez AXA IM pour essayer de modéliser l'impact du Target Setting Protocol sur nos actifs. Alors, comme la plupart des assureurs européens, AXA est avant tout un investisseur en fixed income, donc les souverains d'une part, mais pour l'instant on n'est pas sur les souverains dans le Target Setting Protocol, et bien sûr les corporates, donc la dette corporate, et dans une bien moindre mesure l'equity, mais également tout de même l'immobilier, le real estate. Donc on a beaucoup travaillé du coup sur la classe d'actifs corporate debt, sur l'obligataire d'entreprise. Et là, ce qu'on constate, c'est que le diable est dans les détails. En fait, on a beau essayer de voir, effectivement, on a cette fourchette, ça a été très bien expliqué par Jean-François, entre les -16 et les -29, qui vient des trois scénarios P1, P2, P3. Donc, c'est fondé, c'est solide ce qu'il y a derrière ces deux chiffres. C'est absolument pas sorti du chapeau. Je peux vous dire que ça a été le fruit d'énormément de discussions avec nos homologues au sein de l'AOA depuis plus de 6 mois. Quand on essaie de modéliser l'impact d'une réduction de la carbone footprint de nos investissements, d'abord, il faut essayer de comprendre ce qui va relever d'un effet de réallocation, ce qui est vraiment à notre main, et ce qui va relever de l'impact sur nos portefeuilles de la décarbonisation de l'économie réelle. C'est-à-dire un effet un peu actif d'une part et un effet un petit peu passif. Et Michel l'a bien abordé à l'instant. Donc, pour essayer de comprendre déjà dans quelle mesure le monde va se décarboner, même si nous, on ne fait rien. Alors, on prend bien entendu en compte tous les targets SBT qui ont été validés par le SBT, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas mal, mais il n'y en a pas tant que ça quand on regarde l'étendue de nos portefeuilles. Donc, on a décidé d'aller plus loin et de prendre en compte tous les targets qui ont été annoncés publiquement par les corporates que l'on a en portefeuille, quand bien même ils ne sont pas validés par le SBT. Et on se dit, bon, l'un dans l'autre, ils vont peut-être y arriver quand même à les atteindre, ces targets. Beaucoup de ces targets n'ont pas 2025 comme point de chute, mais beaucoup plus tard. Donc, on les a linéarisés, ce qui est aussi une approximation du réel. Ce n'est pas impossible que certains de ces targets qui avaient peut-être 2030 comme objectif, ils ne vont pas faire moitié-moitié en 2025. Il y aura peut-être une courbe un peu différente. Donc, on a déjà ce type d'incertitude qu'on doit prendre en compte. Après, il y a toute la question de, bien sûr, en tant qu'investisseur obligataire, on a la question des maturités de nos portefeuilles. On est un investisseur buy and hold, comme la plupart de nos homologues. Donc, on ne va pas tout d'un coup vendre la dette avant maturité. Donc, il faut également prendre en compte les profils de maturité de nos dettes. Pour certaines d'entre elles, ce sont des maturités très longues, voire très longues. Donc, là aussi, ça limite beaucoup la marge de manœuvre que l'on a en termes de réallocation. Ce qu'on constate, c'est que quand on prend en compte le fait que seuls 48% dans nos portefeuilles des entreprises sous gestion ont un objectif de décarbonation et ces phénomènes de maturité, bon, bien entendu, ça devient assez difficile d'arriver avec des chiffres très importants. Sur le real estate, il faut ensuite prendre en compte à quel point on est en ownership direct ou en co-ownership. On a estimé prudemment que dans les cas de figure où on est en co-ownership, qui est à peu près la moitié de nos portefeuilles, on aura beaucoup moins de marge de manœuvre, de décarbonisation sur ces immeubles.
qu'en ownership. Donc, on a également aussi pris ça en compte dans nos modélisations. Donc, on va prochainement pouvoir quand même annoncer un objectif qui est la fruit de tous ces compromis. Mais il y a des effets de bord qui sont considérables. Bien sûr, comme AXA est assez peu investi dans les secteurs les plus carbone intensifs, en fait, on est par exemple très peu exposé au oil and gas. On a fait entre 2014 et 2019 32% de réduction de notre carbone footprint par le biais de nos désinvestissements, mais aussi par le biais du jeu de nos réinvestissements annuels. Donc déjà, on part d'un point de départ qui est, d'après nos analyses, beaucoup plus bas que le benchmark. Donc c'est la malédiction du vertueux qui fait que quand vous êtes déjà assez bon, c'est difficile de faire beaucoup mieux ensuite. Mais bon, on est dans la OA, on achète le Target Setting Protocol et on travaille en ce sens. Mais ça donne des effets, par exemple, le fait de garder ou sortir NG, pour nous, vu notre exposition au titre NG, comme beaucoup de nos homologues, c'est plus 5% ou moins 5%. Donc, si demain on annonce un scénario avec ou sans NG, ça passe par exemple de moins 20% à moins 25%. Vous voyez l'effet qui est considérable sur un seul titre. Et après, évidemment, il y a tous les phénomènes de maturité. Donc, on a joué évidemment avec tous nos portefeuilles, avec les trois classes d'actifs qui ont été évoquées. Et on a tranché, pour ne rien vous cacher, on a tranché la semaine dernière sur un objectif qui sera annoncé en temps venu. Et ça va bien sûr contraindre assez sérieusement la gestion de nos portefeuilles dans les 5 années qui viennent. Et ça va surtout déclencher, comme le disait Michel, une nouvelle forme de shareholder engagement qui sera sans doute beaucoup plus influente, je pense. Mais c'est parce qu'on a tous ces écueils avec les carbon footprints que l'on avait décidé l'année dernière de rejoindre la Asset Owner Alliance pour travailler sur les problématiques de température. Vous savez, tous les membres de la AOA se sont engagés, certes, prochainement sur une réduction du carbone footprint d'ici 2025, mais ils se sont aussi tous engagés lors de la signature à atteindre la neutralité carbone telle que mesurée par 1,5 degré de potentiel de réchauffement climatique dans les portefeuilles d'ici 2050. Donc, on estime aussi qu'en parallèle de cet objectif dit intermédiate, donc de moyen court terme, il est bon d'avoir également en tête notre objectif de long terme de neutralité carbone d'ici 2050 sur la base des méthodologies de température qui sont assez intéressantes parce qu'elles nous permettent un petit peu de passer outre le problème NG que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire que c'est difficile de justifier l'exclusion d'un titre comme NG sur l'autel de la décarbonisation quand on voit ce qu'un acteur comme NG fait en matière de financement de la transition énergétique. En principe, les modèles de température nous permettent d'éviter cet écueil-là en prenant tout le spectre de l'impact d'une entreprise comme Engie ou autre sur les émissions de CO2 futures. Donc, il y a un effet un petit peu plus forward-looking dans les températures que l'on espère pouvoir contribuer à rendre de plus en plus mature avec nos homologues dans le cadre de l'Alliance. C'est pourquoi nous avons travaillé sur une convergence des méthodologies en définissant une bonne quinzaine de critères méthodologiques, de principes de base que toute méthodologie de mesure de la température des investissements devrait utiliser. On a lancé ça par le biais d'un appel en début d'année, une consultation qui a été suivie par beaucoup de consultants et de sociétés qui produisent des modèles de température. Il y en a quelques-uns en France, il y en a à l'étranger, et qui ont réagi. On a affiné ça dans une version finale qui est à présent disponible sur le site de la Asset Owner Alliance. Je vous invite aussi à la parcourir parce qu'on pense que ces modèles de température vont jouer un rôle de plus en plus important en parallèle de la gestion plus court terme de notre empreinte carbone. Je m'arrêterai là, mais comme je disais au début de mon intervention, tous les points qui ont été soulevés par Jean-François sur l'explication des targets sectoriels et la manière dont on est arrivé à ce moins 16, moins 29, et tous les points sur la façon dont on travaille avec nos membres au sein de l'Asset Owner Alliance sont extrêmement vrais. C'est toujours un plaisir, je dois dire, de travailler dans ces réunions, de travailler avec nos homologues au sein de l'Asset Owner Alliance, parce que je n'ai jamais vu une alliance avec un tel niveau de technicité. On est vraiment au cœur du sujet quand on est dans tous ces calls, qui certes sont très nombreux, mais dans tous ces calls qui sont
les vrais experts se trouvent dans ces réunions-là. On est au cœur du sujet dans cette alliance. Voilà, je m'arrêterai là parce que je crois qu'il y a pas mal de questions. Merci beaucoup, Sylvain, de nous parler de la malédiction du vertueux, mais aussi vraiment de souligner le niveau de technicité qu'il y a eu ces dernières années, potentiellement sur les 850 calls de ce dernier mois dont tu parles. Mais vraiment, ça va permettre ce que toi et Michel et Jean-François avaient indiqué aussi, la forme un peu beaucoup plus influente d'engagement qu'on risque de voir dans... Ouais. J'ai à peu près un call par jour. Je crois que c'est pareil pour Michel. Eh ben, merci beaucoup de Ça, oui. votre travail. Donc, au niveau des questions, donc on a des questions qui ont déjà commencé à apparaître sur le QNR. Donc, merci beaucoup. Pour ceux qui en ont encore qui veulent en partager, ben, voici l'opportunité de le faire. Ce que je vais faire pour celles qui sont déjà demandées, on va essayer de toutes les couvrir pour le moment. Je vais la lire et ensuite, s'il y a quelqu'un, l'un des speakers qui est volontaire pour la prendre, soyez volontaire, sinon je demanderai à la personne qui me semble être la plus pertinente de le faire. Juste pendant que les speakers parcourent les questions, je vais prendre une des questions qui était adressée à moi, qui est assez simple pour y répondre. Est-ce que je peux répéter précisément quel élément sera publié en janvier ? Donc, c'est les premières cibles donc c'est au Q1 2021 plutôt que janvier spécifiquement. C'est les cibles que les membres actuels de l'Alliance vont publier à 2025. Donc, en fait, dans les l'un des engagements est que dans les 12 premiers mois après avoir rejoint l'Alliance, tous les membres doivent publier leur cible. Pour ce faire, bien sûr, il fallait que le protocole soit finalisé. La consultation sur le protocole s'est terminée il y a quelques semaines. En ce moment, l'Alliance et le secrétariat finalisent les derniers points techniques. Et basé sur cela, au premier trimestre de l'année prochaine, ce sera possible de faire à tout le monde de publier leur cible. Donc, je vais commencer par la première question dans l'ordre. Est-ce qu'on peut préciser davantage la spécificité de cette coalition versus d'autres groupes comme le Climate Action 100+. Je vais à moitié répondre aussi et puis ensuite permettre à quiconque veut en parler de complémenter ma réponse. Simplement, ce groupe se focalise sur un nombre, on va dire, d'actions plus larges que le Climate Action 100+, qui est principalement donc, sur l'engagement. Ici, il y a énormément de travaux techniques sur le fond et la forme qui ne font pas partie de la focalisation principale du CI 100+. Mais comme mentionné, l'idée ici, c'est pas que l'Alliance ne remplace ou ne répète pas les travaux que font d'autres groupes. C'est vraiment une plateforme sur certains points pour amener ensemble diverses activités. Donc, bien sûr, l'Alliance se sert des travaux du Climate Action 100+ pour atteindre ces objectifs, et il y a énormément de communication et de travaux communs entre les deux. Je vais prendre la deuxième question vis-à-vis de l'engagement, et peut-être celui-ci, je vais l'envoyer à Jean-François. La question était: comment garantir un alignement avec de l'engagement, car aucun résultat ne peut être garanti? Oui, je pense que c'est effectivement le dilemme hein, qui se pose et qui a été bien évoqué par Michel et Sylvain. Il se trouve qu'on a des objectifs de carbonation qui sont assez agressifs compte tenu des contraintes de portefeuille, hein, le profil de maturité, par exemple. L'engagement se réalise sur une période plus longue, donc je pense que il y a différentes possibilités qui s'offrent aux asset owners. La première, c'est de prendre des mesures assez drastiques pour atteindre les objectifs de décarbonation de -16 à -29%. Si l'engagement ne porte pas ses fruits, donc ça veut dire réaliser des relocations sectorielles, investir dans des entreprises moins carbonées, ou éventuellement vendre des actifs carbonés. Donc, je pense que ça dépendra aussi des impacts que ces différentes actions, ces différents leviers ont sur la performance financière des fonds. Donc, il existe différents leviers, je dirais, que nous pouvons manipuler pour arriver à cet objectif si l'engagement ne suffit pas. Mais c'est vraiment libre à chaque asset owner de définir sa trajectoire donc en ligne avec le net zéro. Donc, encore une fois,
le protocole n'a pas vocation à être dogmatique, hein, il laisse la liberté à chaque asset owner de éventuellement, je dirais, aller plus loin ce qui est demandé ou aller en deçà de ce qui est demandé, tant que, je dirais, au cours de la période qui est considérée, donc par exemple au cours des 10 prochaines années, le portefeuille reste en ligne avec une trajectoire net zéro. Donc il est possible qu'on ait une trajectoire, je dirais, en S plutôt que linéaire, mais je dirais que c'est libre à chaque asset owner de la définir. Si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Jean-François, dans la question comment garantir un alignement, sincèrement, c'est de la gestion, peut-être pas au jour le jour, mais c'est un réajustement permanent. Personne ne sait quelle trajectoire sera effectivement celle qui va arriver. Personne ne connaît aujourd'hui ce que les gouvernements vont faire, comment toutes ces actions vont être mises en pratique. Donc le but, ce n'est pas de monter dans un train et de se laisser porter jusqu'en 2025, c'est véritablement, à travers d'ailleurs le reporting annuel qui nous est imposé, expliquer comment on doit en permanence réajuster pour rester aligné sur les engagements qu'on a pris ou expliquer pourquoi, indépendamment de notre volonté, on est en dehors des clous. Mais on ne peut pas garantir au point zéro ce que l'on sera en 2025 et en 2050. Il ne faut pas considérer que c'est un best effort, mais il va y avoir des aléas avec lesquels il va falloir jongler et l'Alliance continuera à exister pour être capable aussi de nous aider, que l'on s'aide mutuellement à régler ces problèmes qui vont surgir inévitablement entre maintenant et 2050. Mais Michel, si je puis me permettre, là c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire que ces objectifs ne sont pas garantis, dans la mesure où une bonne partie de l'atteinte de nos engagements dépend de la décarbonisation des entreprises que nous avons en portefeuille, pas uniquement, mais dépend en grande partie de la réalisation de leurs propres objectifs. On est quand même, on ne peut pas être garant de l'atteinte des objectifs que nous avons en portefeuille, pour le coup. Non, mais la beauté de l'exercice, c'est que ça nous met en alignement d'intérêt. Il faut qu'elle réussisse pour que nous puissions réussir. Oui, tout à fait. Merci tout le monde pour vos réponses. Je vais continuer d'avancer. Et juste pour que tout le monde le sache, il nous reste environ 8 minutes, donc c'est fort peu probable qu'on arrive à couvrir toutes les questions. Mais il y en a quelques-unes que je peux ramener un petit peu ensemble parce que ce sont des sujets similaires. Et les autres, bien sûr, on les fera circuler aux panélistes après. Donc je continue dans l'ordre. Il y avait une question qui était concernant les secteurs et les scénarios de transition. Est-ce que vous avez souhaité coller à certains travaux déjà réalisés ou en cours, notamment par exemple les exercices climatiques pilotes de l'ACPR? Donc je ne sais pas si peut-être… Oui, je peux prendre cette question peut-être. Donc lorsqu'on a mis en place les trajectoires sectorielles, donc on a essayé de recenser les scénarios 1,5 degré qui existaient par ailleurs. Ce constat a été vite réalisé puisqu'il n'existe pas de scénario 1,5 degré. Et un des paradigmes de l'Alliance, c'est vraiment de se baser sur la science, d'où en fait le fait d'avoir utilisé un des travaux de l'Université de Sydney sur l'OECM qui a développé une trajectoire sectorielle spécifique 1,5 degré. Bien entendu, nous avons aussi considéré les scénarios à 2 degrés type SBTI, les scénarios qui sont développés par l'IAE également, mais je dirais le cœur de notre approche repose sur l'ECM qui est à l'heure actuelle le seul scénario 1,5 degré. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a 2 questions que je vais essayer de ramener ensemble sur les gestionnaires d'actifs. Donc, il y avait une question qui était quelle est l'attente des asset owners sur la température des portefeuilles pour leur AM? Faut-il utiliser cet indicateur à seule fin de communication et se concentrer sur les émissions de CO2 absolues? Et il y avait une deuxième question qui était comment est-ce que ces cibles vont être traduites dans des objectifs pour les asset managers? Je laisse la parole à un volontaire. Sylvain. Oui, peut-être, puisque j'ai parlé un petit peu des modèles de température. Alors, les objectifs CO2, bien sûr, vont se traduire, en tout cas chez AXA, par des objectifs pour nos gérants de portefeuille. Ce travail va commencer maintenant. Et il s'agit bien sûr de nos portefeuilles pour compte propre. Hein. Donc, ça s'applique à ce que notre asset manager AXA IM gère pour le compte du groupe. Donc, il y aura des objectifs. Par contre, on n'est pas en train de définir des objectifs cibles de température, puisque justement, les méthodologies n'ont pas le niveau de stabilité que les méthodologies de carbon footprint ont déjà acquises. Comme il y a encore quelques détails sur la température, on n'y est pas encore. On y travaille encore.
Mais il ne s'agit pas uniquement de reporting ou de communication sur la température. Nous, on a déjà pas mal communiqué sur le niveau de température en utilisant une méthodologie donnée, celle de MSCI, sur nos portefeuilles, et d'ailleurs avec plusieurs classes d'actifs. Petit à petit, on va venir faire un reporting annuel et commencer à intégrer ça aussi dans des objectifs plus forward-looking sur notre gestion. Ce ne sera pas qu'un exercice de communication. Merci beaucoup, Sylvain. Je vais poser une dernière question qui a été listée et aussi demander aux panélistes si vous pouvez parcourir rapidement les questions et voir s'il y en a une qui vous semble extrêmement importante d'adresser dans les minutes qui viennent. Ensuite, de lever la main et de répondre. Entre-temps, il y avait une des questions qui était quelle est votre définition de la neutralité pour un fonds? Qui voudrait y répondre? Sylvain, tu me sembles. Non, justement, je trouvais cette question passée. Je pensais plutôt à Jean-François sans vouloir puisqu'il a parlé, puisqu'il a évoqué l'alignement sur les objectifs P1, P2, P3. Donc, c'est autour de ça, je pense. Jean-François, tu es sur mute, par contre, si on peut te... Pardon. Ouais. Oui, enfin, je pense que l'alignement d'un fonds résulte dans le fait que les entreprises dans lesquelles le fonds est investi soient alignées à une trajectoire net zéro. Tout simplement. Okay. Donc après, effectivement, il y a différentes trajectoires qui existent. Donc il y a l'approche SBTI, il y a aussi l'approche, je dirais, sectorielle. Donc une fois, enfin, celle qu'on utilise au sein de la Net Zero Asset Alliance, c'est d'utiliser en fait des connaissances scientifiques pour définir des trajectoires viables et réalisables. Donc je pense que il faut véritablement, je dirais, conjuguer différents types d'indicateurs, différents types d'informations disponibles pour en fait définir une neutralité zéro au niveau d'un fonds. Je pense en tout cas qu'il faut absolument éviter la définition qui accepterait l'achat de crédit carbone pour compenser les émissions de carbone des entreprises dans lesquelles on investit. D'ailleurs, un point à mentionner, c'est que dans l'approche des trajectoires sectorielles que nous utilisons, donc encore une fois le modèle OECM, ce modèle ne prend absolument pas en compte tout ce qui est carbon sink, man-made carbon sink, donc tout ce qui est capture carbone, car ce ne sont pas des technologies éprouvées, ce qui différencie en fait le modèle que nous utilisons des modèles de l'IAE par exemple. Bien. Merci tout le monde. Je suis conscient qu'il reste 3 minutes. Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a des questions particulières que Michel, Sylvain ou Jean-François vous souhaitez, ou Hugo, vous souhaitez traiter de celles qui ont été posées jusqu'ici? Il y a une question pour Hugo. Excuse-moi de te renvoyer la balle, Hugo. En effet, pour Hugo, c'était en quoi la protection de la biodiversité, mission de WWF, s'aligne-t-elle avec les objectifs de l'Alliance? Alors, c'est effectivement une bonne question. Alors, le WWF est effectivement on va dire, traditionnellement mobilisé sur la protection des espèces, mais depuis a élargi, on va dire, son champ d'action à l'ensemble des enjeux environnementaux, y compris le changement climatique. Et donc là, le lien est assez direct. Et en plus de ça, je rajouterais que il y a un certain nombre de sujets, de solutions fondées sur la nature qui permettent à la fois d'adresser les enjeux liés au changement climatique et certes relatifs à la destruction des habitats. Donc, on va dire l'action du WWF sur cet enjeu et sur l'enjeu de l'alignement des flux financiers avec l'accord de Paris et maintenant bien inscrite depuis au moins depuis l'accord de Paris, mais que même en prenant, on va dire, la fenêtre protection des espèces et de la biodiversité, cette alliance et les actions qui en découlent restent tout à fait pertinentes. Merci beaucoup, Hugo, pour ta réponse. Donc, je sais bien qu'il y a quelques... La question sur oui, l'engagement au niveau de l'entreprise. Je voulais juste préciser, profiter de cette question-là pour expliquer qu'à l'intérieur de l'Alliance, même si on est tous des asset owners, il y a quand même 2 types d'animaux différents. Et là, nous sommes 3 animaux de la même catégorie, c'est-à-dire que nous sommes des assureurs. Et à ce titre-là,
la décarbonation et l'engagement qu'on peut avoir vis-à-vis des entreprises peut avoir à la fois de l'impact sur notre portefeuille d'investissement, mais de l'impact sur notre portefeuille de souscription. Et dans certains cas, ça nécessite, en tout cas au plus haut niveau de l'entreprise, une stratégie cohérente, et je pense que Sylvain me rejoindra dans cette idée-là, une stratégie cohérente pour effectivement travailler à l'actif et travailler au passif. Je pense que ça a aussi un impact sur l'engagement que nous allons faire sur les pays, parce que dans certains cas, notamment dans la couverture de catastrophes naturelles, ça va parfois au-delà du simple secteur privé. Et il se pourrait que des implications qui dépassent le cadre de l'alliance d'asset owner doivent être à un certain moment mises sur la table. Donc, la question, comment on organise tout ça, est extrêmement pertinente. Ça demande une vision relativement holistique de la stratégie de lutte contre le changement climatique au niveau de l'entreprise pour que ce soit décliné de façon cohérente à la fois à l'actif et au passif. C'est vraiment une spécificité des assureurs par rapport aux autres asset owners qui sont dans l'alliance. Merci beaucoup, Michel, pour cela. Je suis conscient qu'on vient de dépasser midi et je vois bien sûr que le nombre de participants baisse car il y a d'autres réunions auxquelles aller. Donc malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. On va les faire circuler aux participants panélistes et on fera notre mieux pour y répondre. Si vis-à-vis du Net Zero Asset Owner Alliance, même si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter moi ou alors le secrétariat même avec Elke.fr, où vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de l'Alliance et aussi le protocole technique dont tout le monde a parlé aujourd'hui. Je vais laisser la main à Grégoire pour clôturer le webinaire. Merci beaucoup Simon. Bah, écoute, ça va être très très bref. Je tiens à vous remercier tous de votre participation, aussi bien les spectateurs, alors qu'ils sont effectivement en train de partir, mais c'est logique, qui étaient plus d'une centaine aujourd'hui, donc qui montrent bien quand même tout l'intérêt sur cette question. Le webinaire sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube, aux côtés de celui qu'on a organisé vendredi dernier sur un sujet tout différent, mais qui est quand même néanmoins très intéressant, qui était le travail forcé, le travail des enfants, et qu'on avait organisé avec Ressources Humaines Sans Frontières. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à tous et puis très belle journée. Merci à tous les participants. Bonne journée tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.